Bonsoir, au sommaire de cette édition, la protection de Mère Nature à Bokeh. Les environnementalistes conseillent de minimiser les impacts des projets miniers. Les travaux de la SMB se feront sous haute surveillance. Le marché noir de la pharmacie, les trafiquants sont traqués. Le CIFOG s'indigne de la prolifération des produits contrefaits. Des mesures sont annoncées. Et puis cette nuit, la nuit du destin, Laylatul Qadr sera célébrée dans toutes les grandes mosquées de Guinée et du monde entier. Cette nuit rappelle la révélation du Saint-Coran. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message à départ du président Alpha Condé adressé à son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française. Excellence Monsieur le Président et chers amis, à l'heureuse occasion de la commémoration de l'historique journée du 14 juillet, fête nationale de la République française, j'ai le grand plaisir d'adresser au peuple, au gouvernement français et à vous personnellement les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement, ainsi que les miennes propres. La Révolution française de 1789 a constitué sans nul doute un événement majeur de l'histoire universelle et a servi de source d'inspiration à tous les peuples épris de paix et de liberté. La célébration de cette journée constitue ainsi une occasion propice pour rendre un hommage mérité au peuple français qui a consenti d'énormes sacrifices pour faire de sa patrie un symbole de démocratie et de respect des droits de l'homme. C'est également le moment de saluer l'appui constant de la France dans l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Je voudrais aussi vous réaffirmer ma sincère volonté d'œuvrer à vos côtés à la consolidation et à la diversification des relations historiques d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma profonde amitié et de ma haute considération. Conakry le 13 juillet 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'Inde et la Guinée évoquent la solidité de leur axe de coopération. Le ministre d'État indien de l'eau potable et de l'assainissement est en séjour de travail à Conakry. Il a été reçu en audience par le Premier ministre. Les deux hommes ont évoqué de nouvelles pistes de coopération. Adi Kamara. C'est le ministre d'État indien chargé de l'eau potable et de l'assainissement, Ram Kimpal Yadav, remet ici une lettre d'invitation au Premier ministre chef du gouvernement, lettre destinée au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour lui permettre de prendre part au sommet Inde-Afrique qui sera tenu au mois d'octobre prochain à New Delhi. Occasion pour l'hôte de marque de revenir sur la volonté du gouvernement indien d'accompagner la Guinée dans son élan de développement industriel, économique et financier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la lettre d'invitation qui lui est adressée pour assister au sommet Inde-Afrique qui aura lieu au mois d'octobre en Inde. L'objectif de ce sommet, c'est d'approfondir et de diversifier les relations entre l'Inde et l'Afrique et aussi de renforcer les relations bilatérales avec chacun des pays du continent africain. Le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé la qualité des liens déjà tissés entre la Guinée et l'Inde dans divers domaines. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des cadres guinéens, du renforcement du tissu industriel et pharmaceutique et de la fourniture du matériel énergétique et médical. Mohamed Seydou Fofana a à cet effet remercié le peuple et le gouvernement indien pour les efforts consentis dans le cadre de l'exécution de certains projets à caractère social et économique en Guinée. Pendant ce temps, se tient à Addis Abeba une conférence internationale sur l'atteinte des objectifs du développement durable. La Guinée prend part à ces travaux et doit exposer et défendre son plan de relance économique post-Ebola. Les Nations Unies plaident pour la mobilisation de ressources afin de financer l'agenda de l'après-2015. François Marat, envoyé spécial. Les Nations Unies, à travers la Commission économique pour l'Afrique, tiennent leur 3e conférence mondiale sur le financement du développement. Il s'agit d'évaluer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du consensus de Montero au Mexique en 2002 et aussi les objectifs retenus dans la déclaration de Doha au Qatar en 2008. La participation de la Guinée à cette conférence internationale démontre l'intérêt des autorités publiques pour les questions de développement dans le monde pendant que le pays mène une lutte acharnée contre l'épidémie d'Ebola. Les premiers discours
discours vont dans le sens d'un engagement planétaire pour la recherche de financement. Et ces financements doivent d'abord se focaliser sur les politiques vertueuses au niveau national, que ce soit au niveau de la mobilisation des ressources internes, la participation de la diaspora et aussi la limitation des flux financiers illicites. Mais aussi, ça ne sera pas suffisant, il faut voir comment l'aide publique au développement aussi peut être renforcée, mais également l'investissement direct étranger. Les représentants des pays, des institutions financières mondiales, des secteurs privés de la société civile saluent la tenue de cette conférence qui permettra de mobiliser la volonté politique au service du développement durable. Des actions qui concourent à l'autonomisation des populations et au respect de l'environnement. Cette conférence ne va pas traiter spécifiquement un pays. Elle va traiter l'ensemble de la communauté internationale. Et la Guinée s'inscrit justement dans cela. La Guinée a déjà mené beaucoup de réformes et je pense que cette conférence va aider à impulser cette dynamique de réforme au niveau de la Guinée et aussi la crédibilité qui a été obtenue depuis 3 ans, 4 ans de réforme pour que la communauté internationale puisse, dans un élan de solidarité, continuer à soutenir la Guinée. Cette conférence qui a pour but d'éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 aboutira à des actions jetant des bases de financement dans l'agenda de développement après 2015, notamment les objectifs de développement durable ODD, un agenda qui sera approuvé au mois de septembre prochain à New York. Comment minimiser les impacts de l'exploitation minière sur l'écosystème en Guinée? La question est au cœur d'une rencontre entre cadres du ministère de l'Environnement et responsables de la société minière de Bokeh. La SMB est en phase d'exploitation. Les défenseurs de Mère Nature sont allés évaluer l'impact environnemental. Mamadou Alpha Baldé. Ces dernières années, c'est l'un des plus importants projets miniers à se concrétiser en Guinée. La société minière de Bokeh, SMB, commence à extraire ses premières tonnes de bauxite. Les responsables du ministère de l'Environnement sont sur le site pour évaluer les mesures prises en vue de juguler l'impact environnemental du projet. Ici, l'entreprise Wining Consortium utilise des techniques moins dangereuses pour l'environnement. On a suffisamment de travail aujourd'hui sur une petite zone que l'on se concentre, qui donne en fait beaucoup moins d'impact environnemental que ce qu'on aurait pu avoir peut-être sur un méga projet. On reste sur une échelle très très humaine. Et puis je vais vous dire aussi que le choix de ce type d'exploitation sans traitement. Il n'y a aucun traitement de la bauxite. Vous voyez derrière moi les chargeuses qui vont charger nos camions. Ces camions vont transporter la bauxite au port, donc il n'y a aucun traitement de la bauxite. C'est aussi un choix du projet pour permettre de respecter les normes environnementales. À quelques kilomètres de la mine, des grues et ouvriers travaillent à temps plein. Nous sommes au port fluvial de Katougouma. Là aussi, la mission du département de l'environnement est venue s'enquérir du respect de l'écosystème dans le processus de transfert du minerai de la terre ferme au navire. Environ 25 000 tonnes de bauxite devront être exportées par jour. Mon constat est positif en ce sens que les études d'impact environnemental et social ont été réalisées. Et j'ai l'impression que toutes les recommandations sont prises en compte. Quand bien même que les barges que j'ai vues ici, largeur 25 mètres, longueur 91 mètres, par endroit peuvent avoir des impacts, mais ces impacts peuvent être maîtrisés ou ne sont pas trop grands par rapport à l'importance de la société, à l'importance des activités qu'on mène ici. En eau profonde, les impacts sont négligeables parce que là-bas, on me parle de 14 mètres et donc le bateau, même s'il va jusqu'à dehors, jusqu'au-delà de 4 mètres, 6 mètres, il n'y aura pas d'impact. 3 mois après le début de ces travaux, la SMB a engagé plusieurs chantiers en faveur des populations riveraines, à l'image de ce poste de santé ou encore cette école déplacée pour raison de poussière avec le passage des gros porteurs. La société minière de Bokeh compte entamer ses premières exportations le 25 juillet prochain.
Les consultations nationales de la jeunesse se poursuivent ce matin. Des ateliers communaux et préfectoraux se sont ouverts dans tout le pays. Les organisateurs ont fait le point sur les travaux préparatoires de ces rencontres. Ce soir, nous allons écouter les doléances des jeunes de Matoto et Ratoma. Kerno Ousmane Diallo. Ils ont parcouru les 37 quartiers de la commune de Matoto à la rencontre des jeunes pour recueillir leurs préoccupations. Après 2 jours de recueil d'informations en focus group, ils se retrouvent pour présenter leurs différents rapports au commissaire régional, superviseur des consultations nationales de la jeunesse dans cette commune, la plus grande de Conakry. On les a expliqué pourquoi cette consultation a été initiée. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut savoir de quoi il a besoin. Donc ça a été notre discours phare, s'il faut le dire. Nous sommes partis vers eux, les expliquer si nous tenons cette consultation, parce que nous voulons vous aider. Dans le passé, vous n'avez pas été initié à l'élaboration des programmes concernant les jeunes. Mais maintenant, nous souhaiterons que vous soyez impliqués, non seulement dans l'élaboration des programmes vous concernant, mais participer à l'exécution de ces mêmes programmes. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus de mise en œuvre du projet sur les consultations nationales de la jeunesse. C'est la phase des ateliers préfectoraux et communaux. À travers tout le pays, ce genre de rencontre est organisé par des acteurs du projet. Des préoccupations des jeunes sont énoncées, des exemples de réussite rencontrés dans les quartiers sont aussi partagés. Il y a d'autres qui font de l'entrepreneuriat et puis encore il y a des groupements, il y a des associations de gens qui sont au sein de Caporosa, mais ils ont des associations au sein de leur localité. Ils sont très bien organisés, très bien organisés. On comprenait combien de fois beaucoup étaient instruits et avaient également rappelé, essayé d'énumérer un certain nombre de projets qu'ils avaient mis en place, mais bon, par manque de moyens, par manque de subventions, ils étaient découragés, donc pour eux, ils n'ont plus d'espoir et que cette consultation nationale de la jeunesse était la bienvenue, l'occasion pour eux, n'est-ce pas, de se faire entendre afin que le gouvernement puisse se pencher sur le cas. Les consultations nationales de la jeunesse se poursuivent sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Elles prendront fin le 4 août prochain. Le rapport final sera ensuite vulgarisé pour une meilleure intégration des questions de jeunesse dans les politiques de développement. Une croisade ouverte contre les pharmacies et laboratoires clandestins. Le syndicat des pharmaciens professionnels s'inquiète de la prolifération du phénomène et lance un cri de cœur. Les services spéciaux ont entamé une vaste opération d'interpellation pour sauver les citoyens des méfaits de ces produits périmés ou contrefaits. Tawel Kamara, Fodé Kamara. Dans la banlieue de Conakry, au quartier Tombolia, à l'intérieur de cette villa, se trouve ce laboratoire clandestin. Il est spécialisé dans la fabrication des médicaments contrefaits. Ici, les produits pharmaceutiques sont faits à base de sucre, d'amidon et de l'eau. Les produits sont ensuite emballés dans des cartons avec des étiquettes. Sur le marché, difficile pour le consommateur de se rendre compte de la duperie. C'est ma grand-mère qui pratiquait ce métier. Actuellement, c'est moi qui le fais à base de sucre, de chloramphénicol et de l'eau. La rhétorique du mensonge consiste à dire les médicaments à la pharmacie coûtent cher. Donc, voici Fluiditech. Je vais avoir 2 Fluiditech de bambou. 2 Fluiditech. C'est lisible, tu les étuis. Et quand vous les voyez, c'est Fluiditech, c'est Fluiditech. Quand on vous annonce le prix ici, vous allez courir, venir par là. Et vous allez haïr la pharmacie. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voici donc le Fluiditech annoncé au marché. Donc on a été voir aujourd'hui la fabrique. Vous avez les étuis, les emballages en face. Voici Fluiditech que se trouve sur le marché. Quand je dis c'est faux, premier élément de présomption, voici le vrai Fluiditech. Voilà, je suis de bambou. Donc je présente les deux. Il y a 2 flagiles et 2 Fluiditech dans ma main droite et dans ma main gauche. Maintenant quand je retire les flacons de l'étui, chacun peut se poser une question quand même. En plus des cliniques et pharmacies clandestines, les tradis praticiens sont aussi concernés par cette campagne. Dr Hamza, célèbre pour ses publicités qui passent en boucle sur les ondes des radios, se révèle comme un praticien aux produits dangereux pour la santé publique. Ça c'est du poison, pur poison. Ce Nigérien est là,
sa publicité est faite par les radios privées, pas même les sites qui annoncent que ce monsieur peut traiter même l'Ebola. Ça, c'est grave. Ça veut dire que nous participons nous-mêmes à tuer nos populations. Très heureux que la profession se réveille, que la profession également prenne conscience qu'elle a des responsabilités et qu'elle a un rôle à jouer pour la qualité du médicament. Les cliniques aux médecins, les pharmacies aux pharmaciens, c'est le slogan de cette campagne de lutte contre les produits contrefaits en Guinée. Cette opération d'assainissement va se poursuivre à l'intérieur du pays. La cybercriminalité, la police a interpellé plusieurs individus accusés de ce phénomène. Ils auraient piraté, tenez-vous bien, le compte Facebook de la première dame de la République. Les prévenus ont été condamnés en jugement par le tribunal de première instance de Kaloum. Adama Magasouba. Suite à la plainte déposée par la première dame de la République auprès des juridictions contre certains individus utilisant son image pour escroquer des paisibles citoyens en Guinée et à travers le monde par le biais d'Internet, après des investigations menées par Interpol, un présumé coupable a été mis aux arrêts à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, à partir d'où il exerçait sa sale besogne. Madame Djené Kaba a porté plainte contre ses nommés pour escroquerie, faux et usage de faux, courant 2012-2013, que son site et ses pages Facebook sont trafiquées, se sont servis de son image en imitant sa signature, sollicité des visas. Il y a eu plusieurs auteurs pour des différentes infractions. En ce qui concerne M. Ousmane, il a été condamné à 5 ans par défaut et le mandat d'arrêt a été décerné contre lui à l'audience. Mouta Girassi, il a tenté à surprendre la religion de monsieur le directeur de la douane. Il a voulu retirer 850 millions, sans oublier qu'il avait fait 11 demandes de visa à l'ambassade de France et l'ambassade d'Allemagne en imitant la signature de celle-ci. Il a été condamné, puisqu'il est en fuite par défaut aussi, à 5 ans de prison. Le mandat d'arrêt a été décerné. Mamadi Doumbouya, qui a été interpellé à Abidjan, il était condamné à 1 an de prison. Et en ce qui concerne Mme Djené Kaba, pour l'ensemble des préjudices subis, les 3 personnes ont été condamnées à 300 millions de francs guinéens. Je crois que c'est un montant modeste par rapport au tort qu'elle a subi. Maître Lansei Troa Doumbouya et Maître Mamadi Doumbouya sont les avocats des accusés. Malgré la reconnaissance des faits reprochés à M. Mamadi Doumbouya, il s'agissait d'un prévenu qui était à la commission de sa première infraction. Le tribunal de première instance de Kaloum a rendu son verdict le 8 juillet 2015. M. Mamadi Doumbouya, arrêté à Abidjan, continue à purger sa peine à la maison centrale de Conakry. Ces 2 autres complices en cavale ont écopé de 5 ans de prison chacun avec un mandat d'arrêt international à la clé. La gendarmerie guinéenne en pleine mutation, le corps poursuit sa professionnalisation à travers des cours théoriques et pratiques. 4 promotions d'élèves, gendarmes, sous-officiers et officiers viennent de recevoir leur diplôme de fin de stage. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité s'est tenue à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia. Adjudant Sekou Kamano. Cette cérémonie est le couronnement de 5 semaines de perfectionnement pour ces officiers de gendarmerie. Ils ont appris l'éthique et la déontologie, la gestion des unités, le commandement opérationnel et le droit international humanitaire. Ces militaires repartent désormais avec une caisse à outils dans laquelle ils pourront puiser ce dont ils ont besoin pour commander leurs unités et leurs subordonnés de manière opérationnelle dans le but de se rendre toujours plus efficaces et performants au service de la population guinéenne. À l'image de ces commandants d'unité, ces sous-officiers constituent respectivement la 5e promotion du diplôme d'armes et la 2e promotion des escadrons de gendarmerie mobile d'intervention. Cette qualification va leur permettre de commander un peloton ou une section au sein d'un escadron. La formation a duré 5 mois. La présente cérémonie qui met un terme à votre séjour dans les 2 écoles de gendarmerie me donne l'opportunité de vous demander l'application rigoureuse des connaissances acquises. Que la loyauté et l'esprit républicain vous caractérisent dans l'application des textes juridiques et réglementaires et que le respect des droits humains et du droit international humanitaire vous habite en toutes circonstances. Ces différentes formations visent à renforcer la capacité opérationnelle des unités de gendarmerie
et s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en vue de répondre aux attentes des populations. Cette série de formations a pour objectif de faire de la gendarmerie une force de sécurité intérieure au service de la démocratie. Et ces stagiaires ont mis en pratique leur savoir-faire en matière de maintien d'ordre et d'intervention professionnelle. À la lutte contre la pauvreté en Guinée, les acteurs impliqués dans le combat sortent d'une rencontre. Une nouvelle stratégie a été adoptée et vise à réduire dans un bref délai la vulnérabilité et la pauvreté dans notre pays. Explication, Mohamed Kamara. 3 jours de travaux ont permis à la quarantaine de participants d'harmoniser leur point de vue sur les concepts de pauvreté et de vulnérabilité en Guinée. Après avoir dressé l'état des lieux en matière de la pauvreté, les acteurs ont établi un lien entre la pauvreté et la vulnérabilité. Selon les partenaires, la rencontre a répondu à leurs attentes. L'UNICEF est très satisfaite de tout le travail que nous avons pu faire, principalement parce que pour cet atelier, on avait quand même défini un agenda très clair avec des résultats à atteindre, et au bout de l'atelier, on peut quand même dire que nous avons atteint l'essentiel de ces résultats. Pour ce qui concerne le futur, on va continuer à appuyer sur le comité interministériel qui travaille sur le document, avec des consultants, avec des ateliers, avec 2 autres initiatives pour que le gouvernement et l'État guinéen puissent avoir avant la fin de l'année, on espère, un document de politique de protection sociale. Cette rencontre de présentation et de débat sur les concepts de protection sociale ainsi que l'élaboration d'une feuille de route constitue une bréviaire dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. On a essayé de mettre en exergue le seuil de pauvreté actuellement. Lorsqu'on se rappelle qu'on est à 55% de pauvres en République de Guinée, ça nous interpelle tous. Il faut absolument que la courbe soit inversée. Grâce aux efforts de tous, c'est-à-dire Guinéens et partenaires de développement, l'embryon a pris forme. Nous prions afin que cet embryon soit un fœtus et qu'il soit un enfant qui va naître dans les prochains jours. En tout cas, tel est le vœu ardent de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce conclave a permis aux participants venus des départements ministériels et certains médias de la place de s'imprégner des modèles d'autres pays en matière de la protection sociale en vue d'enrichir leurs connaissances, mais aussi identifier les défis auxquels le pays est confronté dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, un combat à poursuivre surtout en ce ramadan. C'est du moins ce qu'a compris une société, une structure islamique qui offre des vivres aux pensionnaires de la cité de Solidarité. La remise a été faite vendredi dernier. Il s'agit d'apporter le sourire d'un instant à ces personnes en situation difficile. Hamatoulaye Touré. Ce don composé d'une tonne de riz, de sacs de sucre et des bidons d'huile est un geste de l'organisation islamique de Waqf Bid Guinée. Un geste humanitaire pour soulager les pensionnaires de la cité de Solidarité. Avec vous, nous continuons à vivre votre vie, à comprendre la vie que vous menez, et nous essayons de faire ce que nous pouvons au nom non seulement de notre gouvernement, mais aussi au nom de la Banque islamique de développement, les 2 fondateurs de Waqf Bid Guinée qui vous apportent ce secours aujourd'hui. Les bénéficiaires saluent ce geste de Waqf Bid Guinée qui depuis des décennies vole au secours des déshérités en Guinée. Je savais que ce cadeau serait venu parce que plus de 10 ans je suis avec Waqf Bid Guinée. Ils sont devenus comme mes propres collaborateurs aujourd'hui. Vous êtes la 3e institution d'intervenir pour les couches vulnérables. Ce don nous a réjouis à plus d'un titre. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole au nom des personnes handicapées pour féliciter le Waqf Bid Guinée pour les efforts qu'il déploie en faveur des couches vulnérables. Nous remercions Waqf Bid Guinée pour ce geste en faveur des déshérités et nous prions Dieu qu'il accorde sa grâce aux donateurs en ce mois saint de Ramadan. À travers ce geste, l'institution islamique compte inviter les fidèles à assister les déshérités pour être en harmonie avec l'islam en ce mois saint de Ramadan.
Avant de poursuivre cette édition, ce communiqué du CIFOG, syndicat des pharmaciens d'officine de Conakry, un communiqué signé du docteur Manizé Collier, appelant à une réunion du corps demain mardi à l'université de Conakry, demain mardi 27e jour du mois saint de Ramadan. Et puisqu'on en parle, cette nuit, la nuit d'aujourd'hui est spéciale, elle rappelle la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pendant cette nuit, du 26e au 27e jour de Ramadan, les fidèles sont invités à adorer Dieu miséricordieux. Le sens de Laylatul Qadr avec Abdoulaye Diallo. Ce lundi 13 juillet 2015 est le 26e jour du mois de Ramadan. Il correspond à la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Selon les enseignements, c'est pendant cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette nuit est éminemment significative pour les fidèles musulmans. Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr. Laylatul qadr, la nuit de destin, si on fait le bien dans cette nuit-là, c'est comme un homme qui a fait le bien pendant 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans, 4 mois. Pendant cette nuit, le livre saint indique que les anges vont descendre sur la permission du Tout-Puissant Allah pour prier avec les fidèles. C'est pourquoi ces derniers sont appelés à intensifier la lecture du Saint-Coran, à multiplier les prières et les invocations et aussi à faire des sacrifices. Le prophète priait chaque nuit au moins 10 à 12 rak'ah, sauf Isha et Maghrib. Au moins ça. Mais avec le 10 dernier, surtout Laylatul Qadr, il priait le 10 rak'ah, mais avec beaucoup de lectures du Saint-Coran. Parce que 10 rak'ah prend beaucoup de temps. Ce n'est pas comme les autres mois ou les autres nuits. On lit beaucoup de Coran, on doit réfléchir, on doit penser, on doit écouter bien et tirer les leçons. Cette nuit du destin est des plus importantes du calendrier lunaire. Selon les écrits du Saint-Coran, elle représente 1000 mois de jouissance pour les fidèles musulmans qui la célébreront correctement. Et pendant ce mois de Ramadan, des cercles de lecture et interprétation du Coran se sont mis en place dans plusieurs mosquées de Conakry, toutes d'ailleurs. C'est du moins le constat de nos reporters. Les fidèles suivent cette pratique qui remonte aux premières heures de l'islam. Aziz Baldé, Falilou Diallo. Et nous allons donc revenir sur cet élément plus tard et cette douleur qui nous frappe à tous, le décès de Ansouman Damaro Camara Blasco, que vous verrez en image tout à l'heure. Le défunt était opérateur culturel et directeur général de la structure Afrobalance Musique. Il est décédé ce lundi matin à Conakry des suites d'une courte maladie. Nous vous donnons également le programme des funérailles prévu pour le mercredi 15 juillet. Ce programme est le suivant. À 9h00, il y aura la levée du corps à l'hôpital d'Onka. À 10h, grand symposium du Palais du Peuple. 12h30, départ du Palais du Peuple pour la grande mosquée Faisal. L'enterrement est prévu après la prière de 14h au cimetière de Cameroun. Les salutations d'usage sont reçues dans la grande famille d'Amaro, sise à la minière en face du restaurant Indochine. Que l'âme de Ansouman Damaro Blasco repose en paix. Amina. Et donc nous revenons sur l'élément des cercles de lecture et interprétation du Coran qui se sont mis en place dans presque toutes les mosquées de Conakry. C'est le constat fait par nos reporters. Les fidèles suivent et perpétuent cette pratique qui remonte aux premières heures de l'islam. Aziz Baldé, Falilou Diallo. De la sourate Yassine, l'un des 114 chapitres du Saint-Coran. En cette période de Ramadan, la relecture du Coran est un des exercices favoris des musulmans. Ici, à la mosquée de Kaporo, ce prédicateur religieux international humanitaire vous habite en toutes circonstances. Ces différentes formations visent à renforcer la capacité opérationnelle des unités de gendarmerie et s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, en vue de répondre aux attentes
des populations. Cette série de formations a pour objectif de faire de la gendarmerie une force de sécurité intérieure au service de la démocratie. Et ces stagiaires ont mis en pratique leur savoir-faire en matière de maintien d'ordre et d'intervention professionnelle. À la lutte contre la pauvreté en Guinée, les acteurs impliqués dans le combat sortent d'une rencontre. Une nouvelle stratégie a été adoptée et vise à réduire dans un bref délai la vulnérabilité et la pauvreté dans notre pays. Explication, Mohamed Kamara. 3 jours de travaux ont permis à la quarantaine de participants d'harmoniser leurs points de vue sur les concepts de pauvreté et de vulnérabilité en Guinée. Après avoir dressé l'état des lieux en matière de la pauvreté, les acteurs ont établi un lien entre la pauvreté et la vulnérabilité. Selon les partenaires, la rencontre a répondu à leurs attentes. L'UNICEF est très satisfaite de tout le travail que nous avons pu faire, principalement parce que pour cet atelier, on avait quand même défini un agenda très clair avec des résultats à atteindre, et au bout de l'atelier, on peut quand même dire que nous avons atteint l'essentiel de ces résultats. Pour ce qui concerne le futur, on va continuer à appuyer le comité interministériel qui travaille sur le document, avec des consultants, avec des ateliers, avec 2 autres initiatives pour que le gouvernement et l'État guinéen puissent avoir avant la fin de l'année, on espère, un document de politique de protection sociale. Cette rencontre de présentation et de débat sur les concepts de protection sociale ainsi que l'élaboration d'une feuille de route constitue une bréviaire dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. On a essayé de mettre en exergue le seuil de pauvreté actuellement. Lorsqu'on se rappelle qu'on est à 55% de pauvres en République de Guinée, ça nous interpelle tous. Il faut absolument que la courbe soit inversée. Grâce aux efforts de tous, c'est-à-dire Guinéens et partenaires de développement, l'embryon a pris forme. Nous prions afin que cet embryon soit un fœtus et qu'il soit un enfant qui va naître dans les prochains jours. En tout cas, tel est le vœu ardent de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce conclave a permis aux participants venus des départements ministériels et certains médias de la place de s'imprégner des modèles d'autres pays en matière de la protection sociale en vue d'enrichir leurs connaissances, mais aussi identifier les défis auxquels le pays est confronté dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, un combat à poursuivre surtout en ce ramadan. C'est du moins ce qu'a compris une société, une structure islamique qui offre des vivres aux pensionnaires de la cité de Solidarité. La remise a été faite vendredi dernier. Il s'agit d'apporter le sourire d'un instant à ces personnes en situation difficile. Hamatoulaye Touré. Ce don composé d'une tonne de riz, de sacs de sucre et des bidons d'huile est un geste de l'organisation islamique de Waqf Bid Guinée. Un geste humanitaire pour soulager les pensionnaires de la cité de Solidarité. Avec vous, nous continuons à vivre votre vie, à comprendre la vie que vous menez, et nous essayons de faire ce que nous pouvons au nom non seulement de notre gouvernement, mais aussi au nom de la Banque islamique de développement, les 2 fondateurs de Waqf Bid Guinée qui vous apportent ce secours aujourd'hui. Les bénéficiaires saluent ce geste de Waqf Bid Guinée qui, depuis des décennies, vole au secours des déshérités en Guinée. Je savais que ce cadeau serait venu parce que plus de 10 ans je suis avec Waqf Bid Guinée. Ils sont devenus comme mes propres collaborateurs aujourd'hui. Vous êtes la 3e institution d'intervenir pour les couches vulnérables. Ce don nous a réjouis à plus d'un titre. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole au nom des personnes handicapées pour féliciter le Waqf Bid Guinée pour les efforts qu'il déploie en faveur des couches vulnérables. Nous remercions Waqf Bid Guinée pour ce geste en faveur des déshérités et nous prions Dieu qu'il accorde sa grâce aux donateurs en ce mois saint de Ramadan. À travers ce geste, Bonsoir, au sommaire de cette édition, la protection de Mère Nature à Bokeh. Les environnementalistes conseillent de minimiser les impacts des projets miniers. Les travaux de la SMB se feront sous haute surveillance.
Le marché noir de la pharmacie, les trafiquants sont traqués. Le CIFOG s'indigne de la prolifération des produits contrefaits. Des mesures sont annoncées. Et puis cette nuit, la nuit du destin, Laylatul Qadr sera célébrée dans toutes les grandes mosquées de Guinée et du monde entier. Cette nuit rappelle la révélation du Saint-Coran. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message à départ du président Alpha Condé adressé à son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française. Excellence Monsieur le Président et chers amis, à l'heureuse occasion de la commémoration de l'historique journée du 14 juillet, fête nationale de la République française, j'ai le grand plaisir d'adresser au peuple, au gouvernement français et à vous personnellement les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement, ainsi que les miennes propres. La Révolution française de 1789 a constitué sans nul doute un événement majeur de l'histoire universelle et a servi de source d'inspiration à tous les peuples épris de paix et de liberté. La célébration de cette journée constitue ainsi une occasion propice pour rendre un hommage mérité au peuple français qui a consenti d'énormes sacrifices pour faire de sa patrie un symbole de démocratie et de respect des droits de l'homme. C'est également le moment de saluer l'appui constant de la France dans l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Je voudrais aussi vous réaffirmer ma sincère volonté d'œuvrer à vos côtés à la consolidation et à la diversification des relations historiques d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma profonde amitié et de ma haute considération. Conakry le 13 juillet 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'Inde et la Guinée évoquent la solidité de leur axe de coopération. Le ministre d'État indien de l'eau potable et de l'assainissement est en séjour de travail à Conakry. Il a été reçu en audience par le Premier ministre. Les deux hommes ont évoqué de nouvelles pistes de coopération. Adi Kamara. C'est le ministre d'État indien chargé de l'eau potable et de l'assainissement, Ram Kimpal Yadav, remet ici une lettre d'invitation au Premier ministre chef du gouvernement, lettre destinée au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour lui permettre de prendre part au sommet Inde-Afrique qui sera tenu au mois d'octobre prochain à New Delhi. Occasion pour l'hôte de marque de revenir sur la volonté du gouvernement indien d'accompagner la Guinée dans son élan de développement industriel, économique et financier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la lettre d'invitation qui lui est adressée pour assister au sommet Inde-Afrique qui aura lieu au mois d'octobre en Inde. L'objectif de ce sommet, c'est d'approfondir et de diversifier les relations entre l'Inde et l'Afrique et aussi de renforcer les relations bilatérales avec chacun des pays du continent africain. Le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé la qualité des liens déjà tissés entre la Guinée et l'Inde dans divers domaines. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des cadres guinéens, du renforcement du tissu industriel et pharmaceutique et de la fourniture du matériel énergétique et médical. Mohamed Seydou Fofana a à cet effet remercié le peuple et le gouvernement indien pour les efforts consentis dans le cadre de l'exécution de certains projets à caractère social et économique en Guinée. Pendant ce temps, se tient à Addis Abeba une conférence internationale sur l'atteinte des objectifs du développement durable. La Guinée prend part à ces travaux et doit exposer et défendre son plan de relance économique post-Ebola. Les Nations Unies plaident pour la mobilisation de ressources afin de financer l'agenda de l'après-2015. François Marat, envoyé spécial. Les Nations Unies, à travers la Commission économique pour l'Afrique, tiennent leur 3e conférence mondiale sur le financement du développement. Il s'agit d'évaluer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du consensus de Montero au Mexique en 2002 et aussi les objectifs retenus dans la déclaration de Doha au Qatar en 2008. La participation de la Guinée à cette conférence internationale démontre l'intérêt des autorités pour ses premières exportations le 25 juillet prochain. Les consultations nationales de la jeunesse se poursuivent ce matin. Des ateliers communaux et préfectoraux se sont ouverts dans tout le pays. Les organisateurs ont fait le point sur les travaux préparatoires de ces rencontres. Ce soir, nous allons écouter les doléances des jeunes de Matoto et Ratoma. Kerno Ousmane Diallo.
Ils ont parcouru les 37 quartiers de la commune de Matoto à la rencontre des jeunes pour recueillir leurs préoccupations. Après 2 jours de recueil d'informations en focus group, ils se retrouvent pour présenter leurs différents rapports au commissaire régional, superviseur des consultations nationales de la jeunesse dans cette commune, la plus grande de Conakry. On les a expliqué pourquoi cette consultation a été initiée. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut savoir de quoi il a besoin. Donc ça a été notre discours phare, s'il faut le dire. Nous sommes partis vers eux, les expliquer si nous tenons cette consultation, parce que nous voulons vous aider. Dans le passé, vous n'avez pas été initié à l'élaboration des programmes concernant les jeunes. Mais maintenant, nous souhaiterons que vous soyez impliqués, non seulement dans l'élaboration des programmes vous concernant, mais participer à l'exécution de ces mêmes programmes. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus de mise en œuvre du projet sur les consultations nationales de la jeunesse. C'est la phase des ateliers préfectoraux et communaux. À travers tout le pays, ce genre de rencontre est organisé par des acteurs du projet. Des préoccupations des jeunes sont énoncées, des exemples de réussite rencontrés dans les quartiers sont aussi partagés. Il y a d'autres qui font de l'entrepreneuriat et puis encore il y a des groupements, il y a des associations de gens qui sont au sein de Caporosa, mais ils ont des associations au sein de leur localité. Ils sont très bien organisés, très bien organisés. On comprenait combien de fois beaucoup étaient instruits et avaient également rappelé, essayé d'énumérer un certain nombre de projets qu'ils avaient mis en place, mais bon, par manque de moyens, par manque de subventions, ils étaient découragés, donc pour eux, ils n'ont plus d'espoir. Et que cette consultation nationale de la jeunesse était la bienvenue, l'occasion pour eux, n'est-ce pas, de se faire entendre afin que le gouvernement puisse se pencher sur le cas. Les consultations nationales de la jeunesse se poursuivent sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Elles prendront fin le 4 août prochain. Le rapport final sera ensuite vulgarisé pour une meilleure intégration des questions de jeunesse dans les politiques de développement. Une croisade ouverte contre les pharmacies et laboratoires clandestins. Le syndicat des pharmaciens professionnels s'inquiète de la prolifération du phénomène et lance un cri de cœur. Les services spéciaux ont entamé une vaste opération d'interpellation pour sauver les citoyens des méfaits de ces produits périmés ou contrefaits. Tawel Kamara, Fodé Kamara. Dans la banlieue de Conakry, au quartier Tombolia, à l'intérieur de cette villa, se trouve ce laboratoire clandestin. Il est spécialisé dans la fabrication des médicaments contrefaits. Ici, les produits pharmaceutiques sont faits à base de sucre, d'amidon et de l'eau. Les produits sont ensuite emballés dans des cartons avec des étiquettes. Sur le marché, difficile pour le consommateur de se rendre compte de la duperie. C'est ma grand-mère qui pratiquait ce métier. Actuellement, c'est moi qui le fais à base de sucre, de chloramphénicol et de l'eau. La rhétorique du mensonge consiste à dire les médicaments à la pharmacie coûtent cher. Donc, voici Fluiditech. Je vais avoir 2 Fluiditech de bambou. 2 Fluiditech. C'est lisible, tu les étuis. Et quand vous les voyez, c'est Fluiditech, c'est Fluiditech. Quand on vous annonce le prix ici, vous allez courir, venir par là. Et vous allez haïr la pharmacie. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voici donc le Fluiditech annoncé au marché. Donc on a été voir aujourd'hui la fabrique. Vous avez les étuis, les emballages en face. Voici Fluiditech que se trouve sur le marché. Quand je dis c'est faux, premier élément de présomption, voici le vrai Fluiditech. Voilà, je suis de bambou. Donc je présente les deux. Il y a 2 flagiles et 2 Fluiditech dans ma main droite et dans ma main gauche. Maintenant quand je retire les flacons de l'étui, chacun peut se poser une question quand même. En plus des cliniques et pharmacies clandestines, les tradis praticiens sont aussi concernés par cette campagne. Dr Hamza, célèbre pour ses publicités qui passent en boucle sur les ondes des radios, se révèle comme un praticien aux produits dangereux pour la santé publique. Ça c'est du poison, pur poison. Ce Nigérien est là, sa publicité est faite par les radios privées, pas même les sites qui annoncent que ce monsieur peut traiter même l'Ebola. Ça, c'est grave. Ça veut dire que nous participons nous-mêmes à tuer nos populations.
très heureux que la profession se réveille, que la profession également prenne conscience qu'elle a des responsabilités et qu'elle a un rôle à jouer pour la qualité du médicament. Les cliniques aux médecins, les pharmacies aux pharmaciens, c'est le slogan de cette campagne de lutte contre les produits contrefaits en Guinée. Cette opération d'assainissement va se poursuivre à l'intérieur du pays. La cybercriminalité, la police a interpellé plusieurs individus accusés de ce phénomène. Ils auraient piraté, tenez-vous bien, le compte Facebook de la première dame de la République. Les prévenus ont été condamnés en jugement par le tribunal de première instance de Kaloum. Adama Magasouba. Suite à la plainte déposée par la première dame de la République auprès des juridictions contre certains individus utilisant son image pour escroquer des paisibles citoyens en Guinée et à travers le monde par le biais d'Internet, après des investigations menées par Interpol, un présumé coupable a été mis aux arrêts à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, à partir d'où il exerçait sa sale besogne. Madame Djené Kaba a porté plainte contre ces nommés pour escroquerie, faux et usage de faux, courant 2012-2013. Et son site et ses pages Facebook sont trafiquées. Se sont servis de son image en imitant sa signature, sollicité des visas. Il y a eu plusieurs auteurs pour des différentes infractions. En ce qui concerne M. Ousmane, il a été condamné à 5 ans par défaut et le mandat d'arrêt a été décerné contre lui à l'audience. Mouta Girassi, il a tenté à surprendre la religion de monsieur le directeur de la douane. Il a voulu retirer 850 millions, sans oublier qu'il avait fait 11 demandes de visa à l'ambassade de France et l'ambassade d'Allemagne en imitant la signature de celle-ci. Il a été condamné, puisqu'il est en fuite par défaut aussi, à 5 ans de prison. Le mandat d'arrêt a été décerné. Mamadi Doumbouya, qui a été interpellé à Abidjan, il était condamné à 1 an de prison. Et en ce qui concerne Mme Djené Kaba, pour l'ensemble des préjudices subis, les 3 personnes ont été condamnées à 300 millions de francs guinéens. Je crois que c'est un montant modeste par rapport au tort qu'elle a subi. Maître Lansei 3 Doumbouya et Maître Mamadi Doumbouya sont les avocats des accusés. Malgré la reconnaissance des faits reprochés à M. Mamadi Doumbouya, il s'agissait d'un prévenu qui était à la commission de sa première infraction. Le tribunal de première instance de Kaloum a rendu son verdict le 8 juillet 2015. M. Mamadi Doumbouya, arrêté à Abidjan, continue à purger sa peine à la maison centrale de Conakry. Ces 2 autres complices en cavale ont écopé de 5 ans de prison chacun avec un mandat d'arrêt international à la clé. La gendarmerie guinéenne en pleine mutation, le corps poursuit sa professionnalisation à travers des cours théoriques et pratiques. 4 promotions d'élèves, gendarmes, sous-officiers et officiers viennent de recevoir leur diplôme de fin de stage. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité s'est tenue à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia. Adjudant Sekou Kamano. Cette cérémonie est le couronnement de 5 semaines de perfectionnement pour ces officiers de gendarmerie. Ils ont appris l'éthique et la déontologie, la gestion des unités, le commandement opérationnel et le droit international humanitaire. Ces militaires repartent désormais avec une caisse à outils dans laquelle ils pourront puiser ce dont ils ont besoin pour commander leurs unités et leurs subordonnés de manière opérationnelle dans le but de se rendre toujours plus efficaces et performants au service de la population guinéenne. À l'image de ces commandants d'unité, ces sous-officiers constituent respectivement la 5e promotion du diplôme d'armes et la 2e promotion des escadrons de gendarmerie mobile d'intervention. Cette qualification va leur permettre de commander un peloton ou une section au sein d'un escadron. La formation a duré 5 mois. La présente cérémonie qui met un terme à votre séjour dans les 2 écoles de gendarmerie me donne l'opportunité de vous demander l'application rigoureuse des connaissances acquises. Que la loyauté et l'esprit républicain vous caractérisent dans l'application des textes juridiques et réglementaires et que le respect des droits humains et du droit... Pour les questions de développement dans le monde, pendant que le pays mène une lutte acharnée contre l'épidémie d'Ebola. Les premiers discours vont dans le sens d'un engagement planétaire pour la recherche de financement. Et ces financements doivent d'abord se focaliser sur les politiques vertueuses au niveau national, que ce soit au niveau de la mobilisation des ressources internes, de la participation de la diaspora et aussi la limitation des flux financiers illicites.
Mais aussi, ce ne sera pas suffisant. Il faut voir comment l'aide publique au développement aussi peut être renforcée, mais également l'investissement direct étranger. Les représentants des pays, des institutions financières mondiales, des secteurs privés de la société civile saluent la tenue de cette conférence qui permettra de mobiliser la volonté politique au service du développement durable. Des actions qui concourent à l'autonomisation des populations et au respect de l'environnement. Cette conférence ne va pas traiter spécifiquement un pays. Elle va traiter l'ensemble de la communauté internationale. Et la Guinée s'inscrit justement dans cela. La Guinée a déjà mené beaucoup de réformes et je pense que cette conférence va aider à impulser cette dynamique de réforme au niveau de la Guinée et aussi la crédibilité qui a été obtenue depuis 3 ans, 4 ans de réforme pour que la communauté internationale puisse, dans un élan de solidarité, continuer à soutenir la Guinée. Cette conférence qui a pour but d'éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 aboutira à des actions jetant des bases de financement dans l'agenda de développement après 2015, notamment les objectifs de développement durable ODD, un agenda qui sera approuvé au mois de septembre prochain à New York. Et comment minimiser les impacts de l'exploitation minière sur l'écosystème en Guinée? La question est au cœur d'une rencontre entre cadres du ministère de l'Environnement et responsables de la société minière de Bokeh. La SMB est en phase d'exploitation. Les défenseurs de Mère Nature sont allés évaluer l'impact environnemental. Mamadou Alpha Baldé. Ces dernières années, c'est l'un des plus importants projets miniers à se concrétiser en Guinée. La société minière de Bokeh, SMB, commence à extraire ses premières tonnes de bauxite. Les responsables du ministère de l'Environnement sont sur le site pour évaluer les mesures prises en vue de juguler l'impact environnemental du projet. Ici, l'entreprise Wining Consortium utilise des techniques moins dangereuses pour l'environnement. On a suffisamment de travail aujourd'hui sur une petite zone que l'on se concentre, qui donne en fait beaucoup moins d'impact environnemental que ce qu'on aurait pu avoir peut-être sur un méga projet. On reste sur une échelle très très humaine. Et puis je vais vous dire aussi que le choix de ce type d'exploitation sans traitement. Il n'y a aucun traitement de la bauxite. Vous voyez derrière moi les chargeuses qui vont charger nos camions. Ces camions vont transporter la bauxite au port, donc il n'y a aucun traitement de la bauxite. C'est aussi un choix du projet pour permettre de respecter les normes environnementales. À quelques kilomètres de la mine, des grues et ouvriers travaillent à temps plein. Nous sommes au port fluvial de Katouguma. Là aussi, la mission du département de l'environnement est venue s'enquérir du respect de l'écosystème dans le processus de transfert du minerai de la terre ferme au navire. Environ 25 000 tonnes de bauxite devront être exportées par jour. Mon constat est positif en ce sens que les études d'impact environnemental et social ont été réalisées. Et j'ai l'impression que toutes les recommandations sont prises en compte. Quand bien même que les barges que j'ai vues ici, largeur 25 mètres, longueur 91 mètres, par endroit peuvent avoir des impacts, mais ces impacts peuvent être maîtrisés ou ne sont pas trop grands par rapport à l'importance de la société, à l'importance des activités qu'on mène ici. En eau profonde, les impacts sont négligeables parce que là-bas, on me parle de 14 mètres et donc le bateau, même s'il va jusqu'à dehors, jusqu'au-delà de 4 mètres, 6 mètres, il n'y aura pas d'impact. 3 mois après le début de ces travaux, la SMB a engagé plusieurs chantiers en faveur des populations riveraines, à l'image de ce poste de santé ou encore cette école déplacée pour raison de poussière avec le passage des gros porteurs. La société minière de Bokeh compte entamer